Les Allemands savaient-ils pour l'Holocauste? Après la guerre, des millions d'entre eux ont affirmé «Nous ne savions pas». Mais les faits racontent-ils la même histoire? De 1933 à 1945, nous allons reconstituer ce que les Allemands pouvaient réellement voir, entendre et comprendre. Entre la propagande, les rumeurs, mais aussi la peur et les crimes cachés, eh bien la réponse semble beaucoup plus complexe qu'un simple oui ou non. La première victime du régime. La première victime du régime nazi, eh bien, c'est le peuple allemand lui-même. Mais avant tout, il faut d'abord comprendre dans quel climat vivaient les Allemands. Un climat oppressant, et ce, dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir en janvier 1933. En effet, que font les nazis en premier? Eh bien, ils suppriment tout simplement les libertés. En quelques semaines, à la faveur de l'incendie du Reichstag, le Parlement allemand, le 27 février 1933, un décret d'urgence suspend les principales libertés publiques et permet d'emprisonner des citoyens sans décision de justice, sans véritable garantie juridique et pour une durée indéterminée. Il suffit désormais d'être considéré comme un ennemi de l'État. Et pour enfermer tous ses opposants, le régime ouvre, dès le mois de mars 1933, soit à peine 2 mois après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, son premier camp de concentration permanent, Dachau, près de Munich. Comprenez bien ce qu'était ce camp à ses débuts. Ce n'était pas encore un centre d'extermination, c'était avant tout un camp de concentration destiné aux prisonniers politiques. On y enfermait des communistes, des sociodémocrates, des syndicalistes, ainsi que des opposants de toutes sortes. Les prisons ordinaires étaient rapidement saturées, raison pour laquelle le régime créa un nouvel instrument de répression, un lieu placé en dehors des garanties normales de l'état de droit, où il pouvait isoler, intimider et brutaliser ceux qu'il considérait comme des ennemis. Et comment ces prisonniers étaient-ils traités? Eh bien, un discours prononcé devant les gardes de Dachau, peu après l'ouverture du camp, donne le ton. Theodor Eicke, qui deviendra ensuite l'organisateur du système concentrationnaire des SS, explique à ces hommes qu'ils ne doivent pas considérer les détenus comme des êtres humains dignes de compassion, mais comme des ennemis qu'il faut traiter avec une extrême dureté. Il affirme également que ceux qui ne supportent pas la vue du sang n'ont pas leur place dans les SS. Mais voici le point essentiel pour notre enquête, un point qui surprend d'ailleurs. Le régime ne cachait pas l'existence de ces camps. Au contraire, il en faisait la publicité. Ainsi, les journaux ont annoncé l'ouverture de Dachau, tandis que des visites encadrées et des reportages soigneusement mis en scène étaient organisés. Mais pourquoi donc cette publicité? Eh bien parce que le camp remplissait une double fonction. Enfermer les opposants, bien sûr, mais surtout terroriser tous les autres. En effet, si chaque Allemand sait que l'opposition peut conduire derrière les barbelés, eh bien beaucoup réfléchiront à 2 fois avant de protester. Les nazis veillent d'ailleurs à arrêter des opposants dans toutes les régions du pays et dans des milieux très divers, afin que chacun comprenne que personne n'est réellement à l'abri. Et les premiers détenus libérés, car certains sont effectivement relâchés après plusieurs mois de détention, eh bien ils rentrent souvent chez eux profondément marqués, parfois silencieux, parfois prêts à évoquer à voix basse les violences qu'ils ont subies. La peur se diffuse ainsi de proche en proche, exactement comme le régime l'espérait. Cette peur s'infiltre jusque dans le langage quotidien. Une petite comptine circule alors à voix basse, demandant à Dieu de rendre les gens muets afin qu'ils ne finissent pas à Dachau. Son existence illustre le climat de terreur qui s'installe rapidement dans l'Allemagne nazie. Quant à l'écrivain Victor Klemperer, il résume ce sentiment d'impuissance en décrivant un pays où beaucoup ont l'impression de vivre sous une contrainte permanente, comme si toute l'Allemagne était devenue une immense prison. Retenez cette idée car elle accompagnera toute notre histoire. Dès 1933, les Allemands comprennent qu'il est dangereux de parler et plus dangereux encore d'agir. La persécution des Juifs. Pendant que la peur s'installe, le régime s'attaque ouvertement à un groupe en particulier, les Juifs d'Allemagne. Et il faut insister sur un mot, ouvertement, car rien de ce qui suit ne se déroule en secret. Les mesures sont publiées au journal officiel, annoncées dans la presse, affichées dans les rues et relayées par la propagande. Le régime entend que chacun les voit et les comprenne. Suivons donc cette progression pas à pas. Dès le 1er avril 1933, le régime organise un boycott national des commerces juifs. Des militants des SA sont postés devant les magasins pour dissuader les clients d'y entrer. Quelques jours plus tard, les juifs sont exclus de larges secteurs de la fonction publique. Au fil des mois, les restrictions s'étendent à de nombreuses professions, notamment dans la magistrature, l'enseignement, la presse, le monde universitaire et progressivement la médecine.
L'accès des élèves et des étudiants juifs aux établissements scolaires est également limité par des quotas. Puis, en 1935, les lois de Nuremberg marquent un tournant décisif. En effet, les Juifs perdent leur pleine citoyenneté allemande et les mariages, ainsi que les relations sexuelles entre Juifs et non-Juifs sont interdits. Les années suivantes voient se multiplier les interdictions et les exclusions. Les Juifs sont progressivement écartés de toujours plus de lieux publics, de professions, d'activités et de droits du quotidien. Chaque nouvelle mesure est publiée et connue de tous, et c'est précisément l'effet recherché: exclure, isoler et humilier les Juifs au vu et au su de toute la société. Puis vient une nuit qui marque une rupture, celle du 9 au 10 novembre 1938, que l'on appelle la nuit de cristal, en référence aux milliers d'éclats de verre qui recouvrent les rues après les destructions. Voici ce qui se passe. Partout en Allemagne, mais aussi dans l'Autriche annexée et dans certaines régions des Sudètes, des synagogues sont incendiées, des commerces juifs sont saccagés, des appartements pillés et des juifs sont agressés ou assassinés. La propagande présente ces violences comme une explosion spontanée de la colère populaire. Eh bien, c'est faux. Les ordres viennent de la direction du régime et les principaux auteurs des violences sont des membres des SA, des SS et d'autres organisations nazies, parfois en civil, et ce afin d'entretenir cette illusion de spontanéité. Les pompiers reçoivent pour consigne de protéger les bâtiments voisins afin d'éviter la propagation des incendies, mais non de sauver les synagogues. Quant à la police, elle reçoit tout simplement l'ordre de ne pas empêcher les violences, sauf dans certains cas très particuliers. Le bilan de cette seule nuit est considérable. Plus de 200 synagogues sont incendiées ou détruites. Environ 7500 commerces juifs sont saccagés. Au moins 91 personnes sont assassinées, selon les chiffres officiels de l'époque, même si le nombre réel est probablement plus élevé. Dans les jours qui suivent, environ 30 000 hommes juifs sont arrêtés et déportés vers les camps de concentration de Dachau, Buchenwald et Sachsenhausen. Notez un détail révélateur. Une partie d'entre eux est effectivement libérée dans les semaines ou les mois suivants, notamment s'ils s'engagent à quitter l'Allemagne. Cela montre quel est encore l'objectif principal du régime à ce stade. À la fin de l'année 1938, il ne poursuit pas encore une politique d'extermination systématique. Il cherche avant tout à dépouiller les Juifs de leurs biens, à les terroriser et à les pousser à émigrer. Et cette nuit-là ne fut un secret pour personne. Des millions d'Allemands voient les synagogues brûlées dans leur propre ville, les vitrines brisées dans leur propre rue et des voisins emmenés sous leurs yeux. La presse internationale en fait immédiatement sa une. Quelques semaines plus tard, le magazine américain Time désigne Hitler comme homme de l'année 1938. Attention en contresens, il ne s'agit en aucun cas d'une récompense ou d'un hommage. Ce titre distingue chaque année la personnalité qui a le plus marqué l'actualité, en bien comme en mal. L'article décrit d'ailleurs sans détour les persécutions antisémites, les violences contre les juifs, ainsi que l'expansion du régime nazi, avant de conclure que l'homme qui avait dominé l'année 1938 risquait bien de faire de 1939 une année dont le monde entier se souviendrait. L'histoire allait tragiquement lui donner raison. Un monde hypocrite. Voici maintenant un chapitre que l'on oublie trop souvent et qui élargit notre question. Car si les persécutions étaient si visibles, une autre interrogation surgit. Alors pourquoi le reste du monde n'a-t-il pas davantage ouvert ses portes aux Juifs qui cherchaient justement à fuir le régime nazi ? Rappelons la logique du régime à la fin des années 1930, avant le déclenchement de la guerre et bien avant la mise en œuvre de la politique d'extermination. L'objectif des autorités nazies était avant tout de pousser les Juifs à quitter le Reich, après les avoir progressivement exclus de la société et dépouillés de leurs biens. Mais pour émigrer, encore faut-il qu'un autre pays accepte de vous accueillir. Et dans la plupart des cas, la réponse est négative. En juillet 1938, une conférence internationale se réunit en France, exactement à Évian-les-Bains. 32 pays y discutent précisément du sort des réfugiés juifs d'Allemagne, puis d'Autriche, après l'Anschluss. Le résultat est extrêmement limité. Pays après pays, les délégations expliquent pourquoi elles ne peuvent pas accueillir davantage de réfugiés. La propagande nazie s'empresse d'exploiter cette situation. Selon elle, le monde entier critique la politique allemande, mais presque personne ne veut accueillir les Juifs. Mais pourquoi un tel refus ? Eh bien, il faut le dire avec honnêteté, l'antisémitisme n'était malheureusement pas une exclusivité allemande. À des degrés divers, il existait dans une grande partie de l'Europe, mais aussi aux États-Unis et dans d'autres régions du monde, un profond antisémitisme. Il faut également rappeler un élément difficile à concevoir aujourd'hui.
Les théories eugénistes, qui prétendaient améliorer l'espèce humaine par la sélection, bénéficiaient alors d'une certaine respectabilité dans de nombreux pays. Aux États-Unis, plusieurs dizaines d'États appliquaient des lois autorisant la stérilisation forcée de personnes jugées inaptes, une pratique validée en 1927 par la Cour suprême dans l'arrêt Buck versus Bell. Des scientifiques, des médecins et des responsables politiques défendaient ces idées des deux côtés de l'Atlantique. Les nazis n'ont donc pas inventé l'eugénisme. En revanche, ils l'ont intégré à leur idéologie raciale, radicalisée à un degré extrême et conduit jusqu'à des conséquences criminelles sans précédent. C'est notamment la découverte de ces crimes après 1945 qui allait discréditer profondément ces théories dans une grande partie du monde. Concrètement, les États-Unis maintiennent des quotas d'immigration très stricts, accompagnés de procédures administratives et de conditions financières si contraignantes qu'une partie des visas disponibles n'est même pas utilisée. Les enquêtes d'opinion de l'époque montrent d'ailleurs qu'une majorité d'Américains restent opposés à un assouplissement de cette politique, y compris après la nuit de cristal. Le Royaume-Uni, de son côté, accomplit un geste humanitaire important, mais limité, en autorisant l'entrée d'environ 10 000 enfants juifs grâce au Kindertransport. Ces enfants sont accueillis sans leurs parents. Beaucoup sont ainsi sauvés, mais également beaucoup ne reverront jamais leur père ou leur mère. Le résultat de tout cela est tragique. Les nazis veulent donc que les juifs quittent l'Allemagne et en conséquence, de très nombreux juifs cherchent désespérément à partir. Pourtant, les possibilités d'immigration se réduisent de plus en plus, faute de pays prêts à les accueillir. Ajoutons enfin une dernière chose. Pour comprendre ce qui reste, pour la grande majorité des juifs allemands, l'Allemagne est en effet leur patrie. Leurs familles y vivent parfois depuis des siècles. Beaucoup ont combattu sous l'uniforme allemand pendant la Première Guerre mondiale. Certains ont même été décorés pour leur bravoure. Ils se sentent donc profondément allemands et espèrent encore que cette folie finira par passer. Citons encore une fois Victor Klemperer, intellectuel juif allemand, qui résume parfaitement ce déchirement dans son journal par une phrase devenue célèbre. « Je suis allemand et j'attends les Allemands. Ils sont allés se cacher quelque part. » Les premiers meurtres de masse. Avant même de mettre en œuvre l'extermination des Juifs d'Europe, le régime nazi commence par tuer d'autres victimes, à savoir ses propres citoyens malades et handicapés. Et cet épisode est capital pour notre enquête, car il montre à la fois ce que les Allemands pouvaient savoir et ce qui se passait lorsqu'une opposition publique parvenait à s'exprimer. À partir de 1939, sous le sceau du secret, le régime lance ce qu'il appelle, par euphémisme, un programme d'euthanasie. Aujourd'hui connu sous le nom d'Action T4, ce programme repose sur un principe glaçant. Les personnes souffrant de handicap ou de maladies mentales et physiques jugées incurables sont considérées comme des vies indignes d'être vécues. Des médecins remplissent des formulaires, des commissions prennent leurs décisions à distance, sur dossier, puis les patients sélectionnés sont transférés vers des établissements spécialisés où ils sont tout simplement assassinés. C'est dans le cadre de ce programme, et il faut le noter, que sont expérimentées les premières chambres à gaz fixes utilisant du monoxyde de carbone. Une partie des techniques mises au point, mais aussi plusieurs membres du personnel impliqué seront ensuite affectés au camp d'extermination. Officiellement, tout cela est secret. Les familles reçoivent des lettres annonçant un décès soudain attribué à une pneumonie ou bien une insuffisance cardiaque ou toute autre maladie accompagnée d'une urne censée contenir les cendres du défunt. Mais ce secret ne résiste pas longtemps. Et d'ailleurs, comment le pourrait-il? Car des milliers de patients disparaissent brutalement des hôpitaux et des institutions spécialisées. Les habitants vivant près des centres de mise à mort voient clairement arriver des autobus aux vitres peintes ou masquées, remplis de malades, puis repartir vides. Ils aperçoivent également la fumée qui s'élève des crématoires. À cela s'ajoutent de nombreuses erreurs administratives. Certaines familles reçoivent en effet des certificats mentionnant des causes de décès manifestement impossibles, comme par exemple une appendicite pour une personne opérée depuis longtemps. Résultat, très vite, les rumeurs se propagent dans tout le Reich. Et c'est alors que se produit un épisode presque unique dans l'histoire du Troisième Reich. Une protestation publique qui obtient, au moins en partie, un résultat. En effet, à l'été 1941, l'évêque catholique de Münster, Clemens August von Galen, prononce plusieurs sermons dans lesquels il dénonce ouvertement l'assassinat des malades et des personnes handicapées. Ces textes sont recopiés clandestinement, diffusés dans toute l'Allemagne et circulent même parmi les soldats au front.
l'émotion est considérable. Le 24 août 1941, Hitler ordonne officiellement l'arrêt du programme centralisé d'Action T4. En réalité, les meurtres ne cessent pas. Ils se poursuivent en effet sous des formes plus discrètes et décentralisées jusqu'à la fin de la guerre, portant le nombre total des victimes à environ 200 000 personnes selon les estimations actuelles. Mais cet épisode démontre deux choses essentielles pour notre sujet. Premièrement, un secret d'État impliquant des milliers de victimes, des médecins, des infirmières, mais également des chauffeurs, des administrations et bien sûr les familles, ne pouvait pas rester totalement secret, car une partie importante de la population finit par comprendre ce qui se passait. Deuxièmement, et c'est peut-être le point le plus troublant, une contestation publique, portée par une personnalité jouissant d'une grande autorité morale, pouvait parfois contraindre le régime à modifier, au moins provisoirement, certaines de ses méthodes. Cette mobilisation eut lieu pour les malades allemands. En revanche, aucune protestation publique d'une ampleur comparable ne se développa contre les persécutions visant les Juifs. Un mensonge méthodique. Détester un groupe est une chose, accepter une nouvelle guerre en est une autre, car n'oublions pas d'où sortaient les Allemands. La Première Guerre mondiale avait coûté la vie à près de 2 millions de soldats allemands, et son souvenir hantait encore pratiquement chaque famille. Alors comment convaincre un peuple marqué par un tel traumatisme de repartir au combat à peine 20 ans plus tard? La réponse tient en grande partie à un mot, le mensonge. Et ce mensonge fut construit méthodiquement, étape par étape. D'abord, le régime se présenta pendant des années comme un défenseur de la paix. Hitler multiplia les discours rassurants, affirmant que l'Allemagne ne voulait pas la guerre, mais seulement corriger les injustices du traité de Versailles, mais également protéger les populations allemandes vivant hors de ses frontières. Ensuite, la propagande désigna un responsable, en l'occurrence la Pologne. Pour cela, elle martela que les Allemands vivant sur le territoire polonais étaient victimes de discrimination, de mauvais traitements, voire de violence. Puis, elle franchit une nouvelle étape. Désormais, c'est la Pologne qui, selon le régime, menaçait directement l'Allemagne et multipliait les provocations à sa frontière. Or, voici ce que les historiens ont établi depuis longtemps. Une partie des prétendues agressions polonaises, invoquées par le régime nazi, fut en réalité organisée par les services allemands eux-mêmes, dans le cadre de ce que l'on appelle aujourd'hui l'opération Himmler. Des membres de la SS, parfois vêtus d'uniformes polonais, mirent en scène plusieurs faux incidents à la frontière afin de fournir un prétexte à l'invasion. L'exemple le plus célèbre est celui de l'émetteur radio de Gleiwitz, attaqué le 31 août 1939. Pour rendre cette mise en scène plus crédible, les organisateurs abandonnèrent sur place les corps de prisonniers assassinés, revêtus d'uniformes ou d'éléments d'équipement polonais. Le lendemain matin, le 1er septembre 1939, Hitler déclara devant le Reichstag que depuis l'aube, l'Allemagne répondait aux attaques polonaises. La Seconde Guerre mondiale en Europe venait de commencer sur un mensonge soigneusement préparé. Et la manipulation ne s'arrêta pas avec l'invasion, car la presse allemande reçut des consignes précises, à savoir éviter autant que possible de parler d'une guerre d'agression, mais plutôt présenter les opérations militaires comme une action défensive, une riposte ou bien encore un rétablissement de l'ordre. Lorsque la France et le Royaume-Uni déclarèrent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre, conformément aux engagements qu'ils avaient pris envers la Pologne, la propagande exploita immédiatement cette décision. Aux yeux de nombreux Allemands, abreuvés de propagande depuis plusieurs années et privés de toute presse libre, le récit paraissait cohérent. En fait, selon les nazis, l'Allemagne n'aurait fait que se défendre avant d'être attaquée par les puissances occidentales. Le régime réussissait ainsi à se présenter comme la victime d'une agression, alors même qu'il venait de déclencher le conflit. Cette inversion de la réalité trouva un écho important au sein d'une population soumise depuis 6 ans à un contrôle étroit de l'information. La réinstallation. Avec la guerre, tout change d'échelle. L'Allemagne conquiert la Pologne, puis une grande partie de l'Europe. Des millions de Juifs passent sous sa domination. Les déportations commencent alors, d'abord vers les ghettos, notamment en Pologne occupée, puis à partir de 1941 et surtout de 1942, vers les centres de mise à mort et les camps d'extermination, dans le cadre de ce que les Allemands appellent la solution finale. Mais que disait-on à la population allemande pour expliquer ces départs massifs? Eh bien, le mot officiel était réinstallation. Les Juifs, expliquait-on, étaient transférés vers l'Est pour y être installés et mis au travail. Dans le climat d'antisémitisme entretenu par le régime, beaucoup acceptèrent cette explication ou bien choisirent de ne pas la remettre en cause. Mais la peur, toujours elle, décourageait également les questions. Ce mensonge présentait pourtant une faille évidente que chacun pouvait constater.
Si les Juifs étaient réellement déportés pour travailler, alors pourquoi emmenait-on aussi les personnes âgées, les grands malades, mais également les invalides ou bien les très jeunes enfants? Des personnes manifestement incapables de travailler montaient dans les mêmes convois. L'explication officielle ne résistait donc pas à un examen attentif. Pour tenter de combler cette contradiction, la propagande diffusa d'autres mensonges. Certaines personnes âgées, affirmait-on, étaient envoyées dans des établissements ou bien des villes spécialement aménagées où elles termineraient paisiblement leur existence. Un lieu fut particulièrement mis en avant, le ghetto de Theresienstadt, présenté comme une ville modèle destinée aux juifs âgés ou méritants. La réalité était tout autre, car ce ghetto de transit était en fait marqué par une surpopulation extrême, mais également la faim, les maladies et une mortalité très élevée. Plus de 30 000 personnes y moururent. Pour la grande majorité de ceux qui survécurent, il ne s'agissait que d'une étape avant leur déportation vers les camps d'extermination, en particulier à Auschwitz-Birkenau. Ce lieu fut aussi le théâtre de l'une des plus cyniques opérations de propagande du régime nazi. En 1944, sous la pression internationale, les autorités allemandes acceptèrent une visite du Comité international de la Croix-Rouge. Sauf qu'elles exigèrent plusieurs mois de préparation. Ainsi, elles mirent ce délai à profit pour transformer le ghetto en décor. Et afin de réduire la surpopulation, plusieurs milliers de détenus furent d'abord déportés vers Auschwitz, où la plupart furent assassinés. Puis les rues furent nettoyées, certaines façades repeintes avec des magasins fictifs aménagés, des jardins entretenus, mais également des cafés ouverts pour la circonstance et des activités culturelles organisées. Le jour de la visite, les délégués suivirent un parcours soigneusement préparé. Ils rencontrèrent des détenus sélectionnés et instruits à l'avance, assistèrent à des spectacles, à des activités ainsi qu'à des scènes de vie destinées à donner l'image d'une communauté paisible. Le rapport se révéla beaucoup plus rassurant que la réalité. Le régime poussa ensuite le cynisme encore plus loin en tournant dans ce même ghetto un film de propagande montrant des juifs vivants, en apparence heureux sous la protection du Reich. Une grande partie des personnes contraintes d'y apparaître, y compris de nombreux enfants, furent ensuite déportés vers Auschwitz et assassinés. Le tournant de 1941. Il faut maintenant être précis sur la chronologie, car elle est essentielle. Jusqu'en 1941, la politique nazie envers les Juifs, faite de persécutions, de spoliations, mais également d'exclusion, d'expulsion et d'enfermement, avait déjà causé d'innombrables souffrances et de très nombreux morts. Mais l'extermination systématique de l'ensemble des Juifs d'Europe n'avait pas encore été pleinement mise en œuvre. Le basculement se produit en 1941, dans le contexte de l'invasion de l'Union soviétique. Derrière les armées allemandes, qui avancent vers l'Est, suivent des unités spéciales de la SS et de la police, les fameux Einsatzgruppen, ou groupes d'intervention. Leur mission dépasse largement le cadre militaire. Elles sont chargées d'éliminer les responsables communistes, puis très rapidement les communautés juives, avec l'appui d'autres formations allemandes et dans certains secteurs de collaborateurs locaux. Les victimes sont rassemblées, conduites à l'extérieur des villes et des villages, puis forcées de creuser ou de rejoindre des fosses, avant d'être fusillées par milliers. En quelques mois, ces massacres font plusieurs centaines de milliers de victimes. Les historiens parlent aujourd'hui de la Shoah par balle pour désigner cette phase de l'extermination. Un des massacres les plus connus se déroule les 29 et 30 septembre 1941 dans le ravin de Babi Yar, aux portes de Kiev. En 2 jours, 33 771 juifs y sont assassinés, selon le rapport officiel des Einsatzgruppen. Un témoignage recueilli après la guerre auprès d'un chauffeur allemand présent sur les lieux décrit l'organisation du massacre. Les victimes sont contraintes d'abandonner leurs bagages, puis leurs vêtements, avant d'être conduites au bord du ravin, forcées de s'allonger sur les corps de celles qui viennent d'être exécutées, pour être finalement tuées d'une balle dans la nuque. Les corps s'empilent en couches successives. Sur les dizaines de milliers de victimes de Babi Yar, seuls quelques très rares survivants parviennent à s'échapper. Parmi eux figure notamment Dina Pronicheva, qui racontera s'être laissée tomber dans le ravin avant d'être mortellement touchée et avoir attendu la nuit, dissimulée parmi les cadavres pour s'enfuir. Ces fusillades posent toutefois au régime un problème inattendu, celui de leurs propres exécutants. Assassinés à bout portant, des hommes, des femmes et des enfants jour après jour éprouvent psychologiquement même une partie de ces hommes pourtant profondément endoctrinés. Les témoignages évoquent des consommations massives d'alcool, des traumatismes ainsi que des difficultés croissantes chez certains membres des unités de tuerie. Les dirigeants SS cherchent alors une méthode qu'ils jugent plus efficace, plus rapide et surtout moins éprouvante pour les tueurs. La réponse, c'est le gaz.
D'abord utilisé dans des camions à gaz, il est ensuite employé dans des centres de mise à mort spécialement conçus pour tuer à très grande échelle. À partir de 1942, dans le cadre de l'opération Reinhard, des camps comme Belzec, Sobibor et Treblinka deviennent des centres d'extermination où sont assassinés environ 1,5 million de Juifs en moins de 2 ans. À Auschwitz-Birkenau, le plus grand complexe concentrationnaire et centre de mise à mort du régime nazi, environ 1 million de Juifs sont assassinés. Au total, la Shoah coûte la vie à environ 6 millions de Juifs. Un mot enfin sur le calendrier, car il est révélateur. L'engrenage vers l'extermination totale s'accélère à la fin de 1941, puis se structure au cours de l'année 1942, dans le contexte d'une guerre désormais mondiale après l'entrée en guerre des États-Unis. Pourtant, cette logique avait été annoncée bien plus tôt. Le 30 janvier 1939, devant le Reichstag, Hitler déclare publiquement que si une nouvelle guerre mondiale éclate, elle entraînera l'anéantissement de la race juive en Europe. À la fin de l'année 1941, Joseph Goebbels note dans son journal que la guerre mondiale est désormais une réalité et que la prophétie d'Hitler est en train de s'accomplir. Le projet criminel n'avait pas été annoncé dans tous ses détails, mais sa logique exterminatrice, elle, avait bien été proclamée publiquement des années avant que la Shoah n'atteigne son paroxysme. Ce que le monde savait. Posons maintenant la question à l'échelle internationale. Pendant que tout cela se déroulait, que savait-on à Londres, à Washington ou à Moscou ? La réponse est nette et elle est plutôt dérangeante. En effet, le monde extérieur fut informé très tôt et souvent de manière remarquablement précise, même si toutes les informations n'étaient pas immédiatement vérifiables et que l'ampleur exacte du crime ne fut comprise que progressivement. Les Britanniques interceptaient et déchiffraient une partie des communications allemandes, notamment grâce au système Ultra. Ils avaient également accès à des rapports provenant de la résistance polonaise, de diplomates neutres ainsi que de nombreux autres témoins. Dès le 24 août 1941, Winston Churchill évoqua publiquement, dans une allocution radiodiffusée, les exécutions de masse commises par les forces allemandes en Union soviétique. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'il prononça sa célèbre formule « Nous sommes en présence d'un crime sans nom ». Et il ne s'agissait pas de quelques articles isolés. Pendant toute la guerre, la presse des pays alliés publia des milliers d'articles évoquant les persécutions antisémites, les déportations ainsi que les massacres, parfois avec une précision remarquable. Dès l'été 1942, plusieurs journaux relayèrent des informations faisant état de centaines de milliers, puis de plus d'1 million de Juifs déjà assassinés. À la fin de cette même année, le journaliste américain Edward R. Murrow expliqua à la radio que les informations en provenance d'Europe décrivaient désormais une entreprise d'extermination méthodique d'un peuple dépassant largement ce que l'on associait jusque-là aux camps de concentration. Le moment le plus officiel survint le 17 décembre 1942. Ce jour-là, les gouvernements alliés, parmi lesquels le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union soviétique, publièrent une déclaration commune lue solennellement à la Chambre des communes. Ce texte dénonçait l'extermination des Juifs d'Europe, évoquait les déportations massives vers l'Est, mais également les ghettos vidés de leurs habitants et les massacres en cours. Ils annonçaient également que les responsables seraient poursuivis et punis après la guerre. À la Chambre des communes, les députés observèrent une minute de silence. Tout cela démontre donc que le monde allié savait qu'un massacre de très grande ampleur était en cours. C'est d'ailleurs un fait solidement établi par les historiens. Alors, pourquoi tant de gens, y compris dans les pays libres, continuèrent-ils malgré tout à douter ? Eh bien, il existe une explication historique importante. En effet, pendant la Première Guerre mondiale, la propagande alliée avait effectivement diffusé plusieurs récits d'atrocités allemandes qui s'étaient révélés exagérés, voire parfois entièrement fabriqués. Après 1918, ces excès avaient été largement dénoncés et avaient profondément entamé la crédibilité de ce type d'information. Dès lors, 20 ans plus tard, lorsque commencèrent à circuler des récits pourtant véridiques, décrivant des massacres d'une ampleur inimaginable, eh bien beaucoup eurent le réflexe de penser qu'il s'agissait une fois encore de propagande de guerre. C'est l'un des paradoxes les plus tragiques de cette histoire. Les mensonges diffusés pendant le premier conflit mondial rendirent une partie de l'opinion publique plus réticente à croire des crimes qui, cette fois, étaient malheureusement bien réels. Et les Allemands ? Revenons maintenant au cœur de notre question. En Allemagne même, que pouvait savoir un citoyen ordinaire ? Eh bien, la presse allemande, entièrement contrôlée par le régime, ne parlait évidemment pas des massacres. Au contraire, elle allait jusqu'à démentir les rumeurs ennemies,
concernant le sort des Juifs déportés. Mais arrêtons-nous un instant sur ce simple fait. Si le régime éprouvait le besoin de démentir publiquement ces rumeurs, eh bien ça veut dire qu'elles circulaient déjà largement, car généralement, on ne prend pas la peine de réfuter ce que personne ne raconte. Et cette information circulait par de nombreux canaux, d'abord par les radios étrangères. Écouter la BBC ou d'autres stations alliées était un délit sévèrement puni, ce qui n'empêcha pas de nombreux Allemands de le faire clandestinement, malgré les risques. Or, ces émissions évoquaient les massacres, citaient les témoignages, mais également des chiffres et des lieux bien précis. Ensuite venaient les tracts alliés, largués par millions au-dessus de l'Allemagne. Les autorités ordonnaient de les remettre immédiatement à la police, sans même les lire. Cette consigne montre à quel point le régime craignait leur contenu. Enfin et surtout, il y avait les hommes du front. En effet, des milliers de soldats allemands servaient à l'Est, où les fusillades de masse se déroulaient souvent en plein jour. Beaucoup rentraient ensuite en permission et en parlaient à leurs épouses, à leurs parents ou à leurs amis et collègues. Certains montraient même des photographies prises sur les lieux des massacres. Ces récits circulèrent ainsi de bouche à oreille dans toute l'Allemagne. Il existe également un argument de simple bon sens, souligné par de nombreux historiens. L'assassinat de millions de personnes est une entreprise gigantesque qui mobilise des dizaines de milliers d'acteurs, directement ou indirectement. Il fallait pour cela en effet des cheminots pour faire circuler les trains, des employés pour établir les horaires, des policiers pour participer aux rafles, mais également des fonctionnaires pour gérer les fichiers, des agents chargés de l'administration des biens confisqués, ainsi que des entreprises pour construire les installations des camps ou fournir une partie du matériel nécessaire à leur fonctionnement. Chacun de ces hommes et de ces femmes ne voyait qu'une partie de l'ensemble, mais chacun avait aussi une famille, des collègues, des voisins, et un secret partagé par autant de personnes cesse d'être un véritable secret. Il devient dès lors une réalité dont beaucoup parlent à voix basse et que beaucoup préfèrent ne pas regarder en face. Ajoutons un élément souvent oublié, les camps n'étaient pas tous cachés au fond de forêts lointaines. Outre les grands camps de concentration, le système concentrationnaire comprenait des milliers de camps annexes et de commandos de travail disséminés à travers le Reich, souvent à proximité immédiate des villes, des usines ou des sites industriels. Des colonnes de détenus épuisés, vêtus de leurs tenues rayées, traversaient régulièrement les rues sous la surveillance de leurs gardiens pour aller travailler. À cela s'ajoutaient des millions de travailleurs forcés étrangers employés dans les fermes, les usines ou bien encore les chantiers allemands. Une partie de la violence du système était donc visible dans le quotidien de nombreux habitants. Enfin, l'exemple d'un homme montre jusqu'où pouvait aller la connaissance d'un simple citoyen. Friedrich Kellner, modeste fonctionnaire de justice dans une petite ville et opposant de longue date au nazisme, comprit très tôt qu'il ne pouvait pas renverser le régime. Il décida alors de témoigner pour l'avenir. Pendant toute la guerre, au péril de sa vie, il tint un journal secret dans lequel il nota tout ce qu'un Allemand attentif pouvait apprendre, en l'occurrence des articles de presse dont il analysait les mensonges, mais également des conversations entendues au marché, au bureau ou dans le train, ainsi que des récits rapportés par des soldats en permission. Dès octobre 1941, il consigna le témoignage direct d'un militaire affirmant avoir vu de ses propres yeux des hommes et des femmes et des enfants juifs entièrement dénudés, exécutés au bord d'une fosse. Kellner écrivit alors que 99% du peuple allemand portait selon lui une responsabilité directe ou indirecte dans ce qui se passait. Il n'avait accès à aucun document secret. Il savait parce qu'il cherchait à comprendre, écoutait, recoupait les informations et surtout refusait de détourner le regard. Son journal démontre qu'une partie essentielle de l'information circulait bel et bien en Allemagne, tout du moins pour ceux qui acceptaient de la voir. Savoir et croire. Mais alors, si l'information circulait à ce point, pourquoi des millions d'Allemands ont-ils affirmé après la guerre qu'ils ne savaient rien? Et pourquoi certains étaient-ils peut-être sincères en le disant? C'est ici que notre enquête touche à son point le plus profond, la différence entre savoir, croire et vouloir savoir. Commençons par un constat qui bouleverse encore aujourd'hui. Beaucoup de victimes elles-mêmes ne croyaient pas à l'extermination. Les Juifs arrêtés savaient qu'ils partaient vers la persécution, le travail forcé ou bien un danger de mort. Mais l'idée qu'un État moderne organise l'assassinat industriel de tout un peuple, femmes, vieillards et nourrissons compris, dépassait ce qu'un esprit pouvait concevoir. Et d'ailleurs, le régime entretenait soigneusement cette incrédulité, avec des gares aménagées pour paraître ordinaires, des faux prétextes de réinstallation, des douches destinées à tromper les victimes jusqu'au dernier instant, ou encore des cartes postales que certains déportés étaient contraints d'écrire avant leur mise à mort, et ce, afin de rassurer leurs proches. L'un des dirigeants de la résistance du ghetto de Varsovie, Marek Edelman,
expliquera après la guerre que le bon sens refusait d'admettre qu'il fut possible d'exterminer méthodiquement des centaines de milliers de personnes. Si même certaines victimes avaient du mal à croire à une telle réalité, alors comment s'étonner que de nombreux Allemands aient également rejeté ces récits comme des rumeurs invraisemblables. Ensuite, il y a la peur, dont nous avons vu qu'elle structure toute la société allemande depuis 1933. Savoir était déjà dangereux. En parler l'était davantage encore. Poser des questions sur le sort des déportés pouvait attirer l'attention de la Gestapo. Le régime condamnait sévèrement les propos jugés défaitistes ou hostiles à l'État. Les étudiants du groupe de la Rose Blanche, qui distribuèrent à Munich des tracts dénonçant les crimes du régime, notamment les massacres commis contre les Juifs en Pologne, furent arrêtés puis guillotinés en 1943. Chacun connaissait de tels exemples, et dans un tel climat, détourner le regard devenait pour beaucoup une stratégie de survie. On baissait les yeux, on changeait de sujet, ou bien tout simplement on mettait fin à la conversation. Il y a enfin ce que de nombreux historiens appellent l'aveuglement volontaire, sans doute le mécanisme le plus universel de cette histoire. Beaucoup d'Allemands disposaient d'indices suffisamment nombreux pour soupçonner qu'il se passait quelque chose d'extraordinairement grave, mais accepter cette réalité les aurait placés devant un choix insupportable. Agir au risque de leur liberté ou de leur vie, ou reconnaître qu'ils demeuraient passifs face au crime. Dès lors, beaucoup choisirent inconsciemment une troisième voie, à savoir ne pas relier tous les éléments entre eux. On avait vu des voisins disparaître, on avait entendu des récits de soldats revenus du front, on avait également constaté que les biens des familles juives étaient vendus ou redistribués. Pourtant, on préférait se répéter que les déportés travaillaient quelque part à l'Est, que les rumeurs étaient forcément exagérées, ou bien qu'il devait exister une autre explication. Une Allemande de l'époque résuma ce mécanisme avec une franchise saisissante. Oui, des choses se racontaient sur les camps, mais personne ne voulait y croire. On imaginait du travail forcé, des privations, des mauvais traitements, mais pas une entreprise d'extermination. Lorsque les armées alliées libérèrent les camps au printemps 1945, elles se heurtèrent partout à la même affirmation. Nous ne savions pas. Bouleversé par ce qu'il découvrait, le général Dwight Eisenhower prit plusieurs décisions restées célèbres. Il demanda d'abord que des journalistes, des photographes, des parlementaires et d'autres témoins viennent constater les faits, convaincus qu'il faudrait des preuves irréfutables pour répondre aux négateurs de l'avenir. Il ordonna également que des habitants des villes voisines visitent certains camps libérés, voient les corps des victimes et participent dans certains cas à leur inhumation. Les images de ces civils allemands marchant en silence devant les charniers de camps, situés à quelques kilomètres de chez eux, comptent parmi les plus marquants du XXe siècle. Elles ne permettent pas d'affirmer que chacun connaissait toute l'ampleur de la Shoah. En revanche, elles montrent que pour les Alliés, il était devenu essentiel que nul ne puisse désormais prétendre ignorer ce qui venait d'être découvert. Avant de se quitter, une dernière anecdote. Saviez-vous qu'en 1942, un petit groupe d'étudiants de l'université de Munich, qu'on a évoqué brièvement dans la vidéo, décide de résister au régime nazi? Ils se font appeler la Rose Blanche. Parmi eux, on trouve Hans Scholl, sa sœur Sophie, Alexander Schmorell, Christoph Probst et Willy Graf. Leur professeur Kurt Huber les rejoint également. Ils ne possèdent ni armes ni réseau militaire. Leurs armes, ce sont des tracts. Ils y dénoncent la dictature, les crimes commis en Pologne et en Union soviétique, ainsi que le massacre des Juifs. Ils appellent les Allemands à refuser l'obéissance et à résister au régime. Les tracts sont envoyés par la poste ou déposés dans plusieurs villes allemandes. Le groupe peint aussi des slogans comme « Abat Hitler » sur les murs de Munich. Le 18 février 1943, Hans et Sophie Scholl déposent des tracts dans les couloirs de leur université. Avant de partir, Sophie pousse une pile de feuilles du haut d'un escalier. Un employé de l'université les voit et les dénonce. Ils sont alors arrêtés par la Gestapo et 4 jours plus tard, Hans et Sophie Scholl sont jugés avec Christoph Probst par le tribunal du peuple. Le procès ne dure que quelques heures. Ils sont condamnés à mort et guillotinés le jour même, le 22 février 1943. Avant de mourir, Hans Scholl aurait crié « Vive la liberté ». La Rose Blanche n'a pas réussi à soulever l'Allemagne, mais ses membres sont devenus après la guerre l'un des symboles les plus forts de la résistance allemande au nazisme. Si ce documentaire vous a appris quelque chose, pensez à vous abonner, à liker et booster la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.